En revenant à Paris, je me suis rendu compte à la lecture de mémoire qu'il y a quelque temps, il y a 30 ans exactement, je vivais à Lisbonne. Il y avait, à Lisbonne, une exposition sur les grands projets de Paris. Et cette capitale-ci était présentée au travers de 7 nouveaux monuments. Et en revenant à Paris, maintenant, je me rends compte de l'ironie d'être ici présent dans cette capitale du monde et y présenter mon microcosme. C'est presque un rapport très émotionnel également et je voudrais remercier ceux qui m'ont invité, Francis et l'assistance de Diane aussi, qui m'ont demandé avec insistance de venir ici, être ici présent devant vous. Et dans ma présentation, je vais vous présenter un peu du côté radical de ce support auquel j'appartiens, de l'enracinement et de cette condition qui est la mienne, une condition privilégiée d'avoir une expérience prolongée sur un territoire déterminé. Nous ne pouvons pas vivre sans des lieux d'affect et dans ce monde de plus en plus globalisé, les architectes parlent très peu des lieux. Et j'aimerais par conséquent commencer par présenter ce rapport ultra périphérique auquel j'appartiens, une île au milieu de l'océan Atlantique. On peut donc comprendre que c'est entre le continent africain et le continent européen. J'habite donc sur ce petit point. Les géographes disent qu'il existe 2 types d'îles. Les îles continentales, qui sont les îles occidentales et dérivées du continent. Elles sont nées d'une érosion et d'une fracture, d'une séparation du continent. Les îles océaniques sont des îles initiales, des îles originelles, qui présentent un véritable organisme. Elles surgissent d'éruptions sous-marines et donc apportent le mouvement qui vient d'en dessous. Certaines émergent lentement, d'autres disparaissent également et sans qu'il y ait le temps de les annexer, disparaissent sous l'eau. J'appartiens à cette île océanique. Donc, ce sont les îles originelles, selon les géographes. Pour comprendre un peu cette relation affective et cette insularité à laquelle j'appartiens, j'aimerais vous inviter à être attentif à un texte d'un écrivain portugais, Walter Hugo May, qui parle donc de l'île. Et il dit « Les îles me semblent toujours des jupes de femmes flottant sur l'eau, bordées de rochers et de végétation. Cela semble bête, mais ce sont des lieux féminins qui pourraient avoir en dessous de jolies jambes toniques mettant les voiles. Des lieux robustes, courageux, permettant de vivre loin de tout, en solitude, comme s'ils voulaient rester tranquilles sans que personne ne les embête. Les îles me semblent toujours être des jupes de femmes jetées à l'eau et leurs habitants sont comme des enfants qui grimpent sur les genoux de leur mère et qui ne sont sûrs que, comme seules les mères peuvent les rassurer. Je colle mon nez au hublot peu généreux des avions pour voir comment sont faites de poésie les îles, comme elles nous attendent incroyablement au milieu de l'océan. Les avions devraient être obligés de ne pas atterrir sans que chaque passager puisse observer, émerveillé, les terres découpées qui s'élèvent pleines d'oiseaux rêveurs. Les avions devraient apprendre à voler entre les oiseaux. Et malins comme les oiseaux,
pour nous permettre de tout voir calmement. Je suis toujours convaincue que si nous pouvions ressentir ce que sentent certaines bêtes magiques, nous ne serions pas obligés de faire face aux vulgarités du quotidien. Si au moins les avions apprenaient la délicatesse des oiseaux et arrivaient surtout aux incroyables îles patiemment et avec intérêt pour leur beauté, nous éprouverions tous beaucoup de bonheur. J'aimerais beaucoup que les avions s'intéressent pour la beauté ou qu'ils s'émeuvent de l'intérêt que je leur porte. Je pense que si nous étions des géants, nous pourrions soulever une île entière dans notre main. Nous pourrions emmener l'île se promenant d'un côté et de l'autre, comme avec les oiseaux rêveurs volant autour des doigts, contents et sans nous perdre de vue. Ne croyez pas que j'emmènerais les îles tout au bord du continent. Absolument pas. Si je pouvais les prendre et les pousser toujours vers l'avant, au centre de l'océan, pour qu'elles soient encore plus magiques et qu'elles restent là, comme si elles rêvaient, et comme si elles avaient des jambes, une tête, et qu'elles se lèvent comme des dames un jour par surprise. Ce serait merveilleux si les îles un jour pouvaient se lever avec leurs grandes jambes et qu'elles levassent la tête et ouvrent les yeux pour voir l'immensité. J'aimerais, après ce texte qui me fascine et qui introduit ce rapport affectif, et on ne peut pas vivre sans ce rapport affectif, eh bien, j'aimerais présenter ce paysage, cette esquisse très schématique qui, au fond, cherche à traduire mon contexte, mon support physique. On peut voir l'île émergeant du fond de l'océan et la ligne de l'horizon. Et on voit uniquement cette pointe, mais l'île de Madère représente ce cône volcanique et nous ne vivons que sur 1/5 de l'extension de cet immense cône volcanique qui atteint 5000 mètres de profondeur. Il est important de comprendre que lorsque l'on vit sur un cône volcanique qui est sous la ligne de l'océan, il est d'une importance vitale de comprendre ce territoire. Vivre sur une île, c'est un contexte bizarre, étrange. Nous vivons isolés sur l'océan. Mais malgré cela, nous avons toujours le regard tourné vers la ligne d'horizon. Et cet état dessine, au fond, la psychologie de l'îlien. Il est important de comprendre que Madère a toujours été un lieu rêvé, qui est exprimé là par sur cette aquarelle du 19e siècle. Les navigateurs visitant l'île dessinaient ainsi la force du paysage que possède ce lieu. C'est donc une île qui a toujours été très rêvée et curieusement, ce sont toujours les étrangers qui ont décrit le mieux les endroits les plus beaux de cette île. Et pour mon travail, pour mes recherches, pour mon jugement de ce lieu, j'ai recours à un inventaire visuel qui est une sorte d'herbier des géographies qui m'aide petit à petit à comprendre ce territoire. Je m'approprie les travaux des photographes nombreux qui utilisent l'île comme matière de leur propre travail. Donc c'est un photographe contemporain, étranger. Il s'appelle Edgar Martins. Et il fait appel à cette intensité de l'océan pour exprimer la ligne d'horizon qui exprime très bien cette psychologie de l'habitant des îles. Et il y a ici une caractéristique qu'il faudrait souligner, à mon avis, et c'est cette question le fait de regarder calmement, comme
un belvédère qui est disponible pour l'observation et une observation lente. Aujourd'hui, le monde nous demande d'aller très vite, mais il nous faudrait ici avoir ce regard calme sur le territoire et lent. Thomas Cooper, un autre photographe qui utilise l'île comme la matière dense de son travail, il décrit des petits îlots qui se profilent le long de la côte de l'île. Ce sont des photographes qui utilisent leur caméra comme s'ils filmaient. Ils captent de nombreux instants, mais lentement. Ils utilisent le temps lent pour exprimer leur travail. La limite de la terre de l'île est très résiduelle. Elle est très difficile. Et ce sont ces cailloux roulants. Il y a une certaine musicalité dans ces lieux, mais également tout un patrimoine. Tout le dessin de l'île est intrinsèque à ses limites. Et sur les hauteurs très rocailleuses qui expriment la force du volcan, il y a une volonté intense de ce peuple de conquérir les plus hauts pics en construisant des chemins. Ici, une petite grotte qui, au fond, exprime les premières expressions d'habitat sur l'île, une transcendance de notre géologie. Et c'est une image qui me fascine parce qu'elle révèle un retrait et qui nous renvoie à l'abri, à l'essence de l'architecture, en fait. L'île n'avait pas d'eau au sud, et par conséquent, il a fallu sculpter l'île en elle-même, tout entière, en transportant les eaux du nord vers le sud. Donc, ce sont ces grands canaux creusés qui transportent l'eau et qui rendent possible l'établissement des habitants et qui rendent possible une économie agricole qui se pose vraiment sur les limites où l'on peut s'établir. On comprend bien cet effort continu de l'homme ici pour s'installer sur ce cône si radical et dramatique qui s'est traduit dans un paysage très architecturé, dessinant des géométries très très simples, mais qui peu à peu ont traduit un paysage humanisé. Et à la limite de la terre, sur la côte, on peut trouver les premières portes d'entrée dans ces lieux. Ici, un petit quai qui exprime une relation incroyable, fascinante, avec la nature et l'artifice qui se fondent. On construit ici avec la nature et c'est très beau et cela montre cette relation dont je vous parlais de la navigation. Il est important de comprendre, de voir ce qui existe sous la mer. Et on a créé des portes, des entrées grâce à ces connaissances acquises progressivement sur les fonds marins. Et ici, des parties plus ludiques avec des géométries fascinantes qui renvoient à des pressions d'eau sur des points possibles pour dessiner cette relation avec l'océan Atlantique. J'aimerais vous présenter maintenant un peu une maison familiale qui permet de comprendre ce rapport entre le territoire et les vues. Cette maison est organisée selon cette logique d'un système de structuration de vues entre la ligne d'horizon et le ciel. Et ensuite, nous avons des grands patios et des zones vertes qui permettent une relation de contrôle et de l'humidité.
Et cette maison, au fond, utilise une coutume ancestrale très présente encore sur le territoire, qui est le fait d'observer l'océan pour voir qui nous visite. C'est quelque chose de très important encore et qui, encore de nos jours, nous fait ressentir ce besoin constant de scruter l'horizon. Donc, il est important de créer ces structures pour le regard. La maison est construite aux limites d'un des bras naissants de la ville de Funchal ici. On peut voir ici l'hôtel Niamar, qui a été mentionné par Francis, et une forteresse. Et ce sont deux exemples tout à fait révélateurs de la façon dont la mer a pu construire et être construite au fil du temps. La forteresse, au départ, avait pour but de faire face aux dangers venant de la mer. Et ici, aujourd'hui, un hôtel qui montre que le plaisir vient de la mer maintenant. Funchal est une ville organisée selon une morphologie très verticale. Et c'est une sorte de grand auditorium. Et sur cette limite, la maison est un point bas. J'aimerais dire ici que par rapport à ce territoire où il reste peu de lieux, l'emplacement d'une maison est très important et donc il faut choisir le terrain pour ce nouveaux habitants. C'est quelque chose d'important qui nous rappelle les textes victoriens où l'on parle des premiers lieux pour implanter les villes. Cette maison a deux plateformes, une plateforme pour l'habitation et une plateforme ludique. Et la configuration elle-même du terrain propose un rapport de vue très intense sur la ligne de l'horizon. Nous sommes partis de cette relation des vues. Nous avons donc créé cette grande plateforme et la maison est organisée sous ce plateau. Elle donc a ce dessin qui suit le lot de terrain. On construit le mur où l'on organise les accès verticaux, les grands vides. Et toute l'organisation de la maison est en hauteur par rapport aux courbes de niveau et cela crée une espèce de grand parcours intérieur avec une relation avec l'horizon. Et sur l'unique façade possible, on réorganise des vues différentes sur la ville avec des atmosphères de jour et des atmosphères de nuit. Et on peut comprendre ici les différents échelons et comprendre également la topographie avec le jardin et avec la ville au pied de la maison. Ce travail que je vais vous présenter maintenant a été gagné au travers d'un concours organisé, un appel d'offres organisé par le gouvernement local. C'était un point plus occidental de la ville de Funchal où l'on voulait réinterpréter la ligne de côte. Donc c'est une zone de pêche très petite et pauvre. Il y a eu là un effort très grand pour utiliser les fonds européens et ainsi retenir ou éliminer les foyers de pauvreté, peut-être parmi les plus pauvres de toute l'Europe. Et donc, il y a eu un concours d'idées pour ce site. Dans une première analyse, il est important de comprendre que la ligne de la côte de l'île est très petite. Les accès sont extrêmement difficiles, comme vous pourrez le constater sur cette photo. Et parfois, le seul contact existant sur l'île, c'est une sorte de grand chemin qui fait le tour de l'île et qui nous permet, en voiture,
faire le tour de l'île et de cet Atlantique. Donc c'est une intervention qui a été très importante pour nous sur ce site extrême. C'était une occasion unique, pratiquement. C'est un site qui était donc ce petit village de pêcheurs. Et caractéristique intéressante, ce sont les pêcheurs qui pêchent un poisson de grand fond, le poisson épais. Ce sont les seuls pêcheurs qui utilisent cette méthode dans l'Atlantique. Et autre point très intéressant que l'on peut voir sur cette côte, c'est cette caractéristique encore très forte de refroidissement du volcan qui crée un manteau de lave tout à fait fascinant, ce manteau noir que vous voyez là. Et nous avons essayé de le traduire comme étant le point le plus important de ce projet, comme étant notre patrimoine, puisque l'île a été progressivement colonisée par les effets du tourisme et malheureusement, à certains endroits, toute cette transcendance géologique a disparu. Et en même temps, il y avait également une très grande difficulté d'accès. Et on voit bien ici les enfants de ce lieu qui essayent d'accéder à la mer. Nous sommes partis de cette situation de difficultés structurelles et nous avons créé une série de flux verticaux et horizontaux afin de conquérir ce site. Et ceci en intervenant en différentes phases, en échelonnant notre intervention. Nous pouvons voir ici un grand relief de lave qui existe là et un chemin préexistant que nous avons essayé de prolonger en utilisant les accès préexistants pour créer ce chemin qui parcourt qui va du port qui a fait l'objet d'un projet ultérieur jusqu'au centre de la ville. Et nous avons introduit une plateforme d'une piscine, un niveau bas et un niveau intermédiaire, un petit jardin, un petit corps ici, donc ça dans le cadre d'un programme de restauration. On peut voir ici la nouvelle entrée qui a été permise par ce nouveau chemin et un grand mur adossé à la falaise qui va prolonger essentiellement ce grand parcours qui est construit en basalte. Et c'est très intéressant de voir que sur ce parcours, les grandes difficultés que nous avons eues à mettre en place ce mur a été créé de haute lutte parce que c'est une falaise qui était très érodée par l'Atlantique et nous avons petit à petit compris et organisé ce chemin topographique et ceci pour le défendre contre l'érosion et en même temps stabiliser cette partie de la falaise. C'était également très intéressant pour nous de comprendre en contactant très directement les travailleurs qu'il était finalement assez facile de créer des structures très semblables aux plus anciennes qui supportaient la falaise. Et donc, nous avons créé le même matériau et nous avons matérialisé le site avec cette pierre sèche en basalte, en donnant une plus grande unité au site. Et en créant ainsi une espèce de grand panneau de basalte qui crée une limite. À partir de là, on ne peut plus construire. Et on laisse libre les laves qui ont été créées par le refroidissement du volcan. Sur une côte plus
basse et dans une plus grande concavité, nous avons pu implanter une piscine. On peut voir ici le rapport entre la piscine et l'océan, et également le mur qui supporte non seulement la falaise, mais qui organise également la partie autour de la piscine, et en même temps, c'est un chemin. Et au-dessus de cette géométrie précise de la piscine, on simule des marches géantes qui ont pour objectif de dissiper l'énergie de la mer. Et les jours de grand calme permettent d'avoir une sorte de plage artificielle à cet endroit-là. Ces deux images montrent, au fond, la violence de l'océan à certains moments de l'année. Et une partie de notre projet est ainsi camouflée par la violence de la mer, et on le comprend bien ici. Là, nous sommes à 19, et vous comprenez ici la violence de l'Atlantique, dont les vagues viennent se heurter furieusement contre ce mur. Ici, l'absence du design est très importante, et on a fait une construction pour résister à la rudesse du lieu, non seulement dû à l'océan, à la mer, mais également au fait qu'il y a ici une population plus rugueuse également par rapport à ce programme. Donc notre projet, à certains moments de l'année, disparaît. Et c'est intéressant de le voir. Et notre dessin a été construit dans cette logique, précisément. Ici, à un niveau intermédiaire, et déjà plus abrité de cette violence de l'océan, nous avons essayé de construire un corps qui émerge de ce site et qui fonctionne un peu comme une pièce plus douce, comme une filigrane qui survole toute cette âpreté du site. Vous pouvez voir ici le restaurant, ce corps émergent de cette dureté de ces murs. Et notre idée première pour ce corps intermédiaire était de construire un jardin. Cet lieu sensible du territoire de l'île de Madère, ce cône que crée l'île est peuplé d'une végétation qui traduit cette géographie particulière, et on cherche, avec le peu de moyens économiques, à construire cette relation avec des essences à des niveaux supérieurs et d'autres essences à des niveaux inférieurs, avec le besoin d'organiser les connaissances ancestrales. Donc un premier jardin avec des vignes, et ensuite la construction du bâtiment aux limites. Le bâtiment lui-même convoque une sorte de grand arbre avec une ombre plus lourde par rapport à l'ombre douce de la vigne. Il est très important de dessiner l'ombre à la limite de la Terre. L'intensité de la lumière et du soleil est très vive à cause de l'océan. Tous les objets sont vraiment très mis en évidence. Donc nous essayons d'avoir un dénominateur commun pour avoir une relation territoriale sans séparer à l'excès les éléments du paysage.
Il est construit par deux matières. Il y a deux corps avec des programmes très différents. Nous avons une salle ici pour le restaurant et un bloc plus dur où sont organisées les eaux. Alors c'est une géométrie intrinsèque à cet endroit avec un dessin propre qui s'ouvre à cette relation avec la vue. En bois massif, sans aucun traitement. Nous voulions que peu à peu le temps le sculpte, qu'il révèle la matière utilisée. Nous avons utilisé également ces différences de niveaux, de couches, de volcans que l'on peut trouver avec des couleurs propres à cet endroit. Nous voulions que l'édifice souffre les mutations du temps, ces mutations chromatiques. Que ce soit un endroit très réactif. Lorsqu'on construit aux limites de la Terre, il y a un problème. Ce sont les environnements de jour et les environnements de nuit. Nous voulions que dans la journée, on puisse capter le plus, vraiment ce qu'il y a de mieux dans cet endroit. Tout l'espace vers l'Atlantique. Et il reste l'authenticité des matières qui ont été utilisées dans cet édifice. Dans cette boîte imbriquée, nous avons essayé de créer une ouverture en ouverture panoramique qui permette d'avoir une portion de l'océan à l'intérieur même de l'édifice. La lumière, les matières de cet édifice dans les différentes ambiances, en journée, en nuit, transforment par exemple la nuit cet endroit un peu comme étant un phare. Et notre véranda ici, avec l'effet de cette vitre qui est reculée, nous permet de créer une espèce de caisse de résonance où l'on peut mettre tous les sons de l'océan dans le restaurant. Et nous pouvons observer ici un nouveau paysage. Dans cet endroit, nous avons également répondu à un concours, participé à un concours, donc un appel d'offres pour la même baie, mais pour un projet beaucoup plus urbain et plus central. Nous pouvons voir ici, c'est une photo très ancienne, et l'on peut voir la vie, l'authenticité de cet endroit. Et nous avons compris peu à peu que c'était un endroit où il y avait beaucoup de pêche. L'activité de pêche était très importante à l'époque, mais peu à peu, on a perdu cette activité. La pêche a été totalement découragée dans cet endroit. Et au lieu des bateaux de pêche, peu à peu, ce sont les voitures qui sont apparues, qui ont totalement transformé cet endroit. Notre projet recherchait s'opposer à cette logique et récupérer, de récupérer cet endroit pour les pêcheurs. Ici, on peut voir la ligne de la mer, notre projet, la montagne, une maquette que nous avons utilisée un peu comme une radiographie qui nous permet de voir que, où l'on voit bien la densité de cet endroit, des différents endroits, et qu'il y a très peu d'espace public. Et notre projet recherchait à récupérer cet espace vide et en le transformant dans un grand espace urbain,
en construisant de petits édifices qui soutiennent l'activité de pêche et qui créent un lien avec les maisons des pêcheurs, et d'autres édifices qui forment une espèce d'ancre à une zone de cette petite agglomération urbaine. Une vue de profil où l'on peut voir donc nos édifices, notre projet, et cet exercice de créer un vide, donc en essayant de camoufler un peu les voitures et de les retirer de cet espace. Et nous essayons également d'introduire une certaine verticalité à cet endroit, de créer des liens entre le plus haut niveau et le niveau le plus bas de cet endroit. En ce qui concerne les édifices que l'on peut voir ici, nous créons une espèce de nouveau plan, de nouvelles marches, en essayant de récupérer le vide qui existait. Nous avons essayé d'établir une relation avec la partie la plus ancienne de la ville, tout en créant de petits canaux, en créant un édifice transparent, un espace où il est facile de passer de cet espace vide vers l'espace plus urbain. Ce lieu est marqué par des voies, par des rues très étroites. Souvent, elles se creusaient même dans les maisons, dans les édifices. Et notre projet a essayé de répondre à cette relation directe avec l'endroit même, en créant des petits canaux. C'est un édifice transparent dans les possibilités de passage qu'il propose. Nous avons essayé d'utiliser des matériaux donc, en rapport avec la plage, avec les pierres, et ce qui nous a permis d'avoir une matière unique qui nous permet de relier ce projet à cet endroit et de l'insérer dans l'inclination de la plage et de mettre en relief les édifices et de s'intégrer dans la dureté de cet endroit et de récupérer ainsi une nouvelle manière d'être avec la mer et de rendre un peu de vie aux pêcheurs qui habitent dans cet endroit. Un autre projet qui était destiné à la construction d'une défense de canaux dans la côte nord de l'île. Vous pouvez voir ici le relief avec cette vallée où à un certain endroit il y a des canaux creusés par la lave. C'est un grand édifice volcanique dans le ventre de la terre. Et on nous avait demandé de construire dans une des limites de cette vallée, en partant d'une courbe de niveau de cette montagne qui nous donne accès à ces canaux creusés dans la lave. Donc la construction d'une espèce de système de passage qui nous permettait de les protéger, de protéger la montagne de l'érosion et de créer une espèce de manche ou d'interface qui crée la relation à partir vers l'intérieur de la Terre et que peu à peu on puisse créer cette relation de défense, mais également qui permette le passage, que l'on puisse passer d'un endroit très lumineux vers un endroit beaucoup plus sombre à l'intérieur de la Terre, et qui nous permettent, par des ouvertures dans la structure en bois, une structure qui va camoufler une structure métallique et qui nous permet
donc de recréer un lieu semblable à des lieux que nous connaissons comme les mines ou les grottes. Le travail que je vais présenter à présent a été très important également pour nous. Et qui a été appuyé par une équipe d'écologistes. Donc, Madère possède un patrimoine, une forêt unique, avec une très grande biodiversité, la plus grande sur cette planète, et qui représente 20% de cet endroit. Et qui est né à l'époque des glaciers en Europe. Et nous voulions que cette forêt soit préservée et soit bien exprimée. Ici, on peut voir donc l'emplacement de cette forêt. Mais les dernières années, il y a eu une grande catastrophe. Il y a eu une partie de la forêt qui a été détruite, donc dans cette partie de l'île. Et les écologistes ont décidé de planter des fleurs dans certaines parties de la forêt et pour permettre de redécouvrir toute une partie de la végétation qui existe sur l'île. Mais l'incendie a transformé ces plantations dans les images que vous pouvez voir ici. Et donc nous avons là un paysage un peu plus lunaire et plus dangereux avec beaucoup de pierres, de rochers qui peuvent se détacher. On nous a demandé de restructurer, de créer un abri, un observatoire pour ce groupe d'écologistes. Et nous nous sommes implantés sur une ligne en partant d'une relation très directe avec l'endroit, en réutilisant les pins que nous avons pu trouver dans la végétation, ceux qui n'avaient pas brûlé, et suivre une structure en forme de pyramide qui était la plus rapide à construire à l'époque. Et ce projet va être construit non pas par une entreprise, mais par les propres écologistes. Nous avons essayé de trouver une forme simple de construction. Alors, dans l'espace que nous avons organisé, nous avons des petits endroits, en fait, des espèces de petits cubes qui permettent de garder le matériel et le matériel qu'ils utilisent ensuite pour les plantations. Et nous voulions donner à ce petit abri une forme qui permette de penser qu'elle appartient au territoire. Et donc nous avons essayé de réutiliser les matériaux que l'on trouvait sur place, en les couvrant avec des impressions de terre. Et ce qui donne cette configuration. Sur la partie supérieure, nous pouvons voir qu'il y a des marches et un petit observatoire pour pouvoir observer la nature alentour. Un autre projet, Casa das Mudas, donc un centre d'art construit sur la pointe ouest, pointe occidentale donc de Madère, en réponse à un concours également, un appel d'offres. Et c'était quelque chose d'assez inespéré.
Il fallait construire un centre pour les arts sur un territoire qui n'est pas urbain, mais plutôt rural. On peut voir ici les reliefs et comment sont organisées les constructions qui s'organisent sur les lignes du territoire. Et nous essayons de répondre à la même logique. C'est un endroit où il y a beaucoup de montagnes et de vallées très profondes. Un autre photographe qui photographie également beaucoup l'île, qui a une relation un peu différente avec le paysage, une relation un peu plus déconstructive. Et cette image me fascine parce que en montrant ces jeux, ces pics, ces reliefs, on peut y voir une tentative de manipulation topographique. Ce que les insulaires ont toujours un peu fait. Ils ont toujours manipulé le territoire. Donc nous sommes partis de cette situation abrupte de la falaise qui s'ouvre tout d'un coup et qui se transforme en une géométrie un peu plus pure, en redessinant une masse montagneuse. Nous avons installé donc l'édifice à la limite possible de construction. Là, on voit que nous avons imbriqué, implanté l'édifice à l'endroit limite, là où le plus limite du terrain. Et nous avons fragmenté le projet en plusieurs niveaux. Nous avons une première plateforme qui représente un peu un grand belvédère, un grand promontoire. Nous avons pu la créer pour comprendre un peu mieux comment cela a été fait. Par le passé, on travaillait beaucoup plus lentement. Par exemple, pour construire quelque chose il y a 20 ans qui demeurait 2 heures, on peut le faire en une demi-heure de nos jours. Et cette plateforme nous a permis d'avoir une relation privilégiée avec le paysage. Cela crée une espèce d'amnésie envers le territoire. Elle est un peu un contretemps à la relation que nous avons avec la vitesse. Nous essayons de créer un temps lent. Nous avons donc créé une espèce de nouveau promontoire ou belvédère. Donc, ce n'est pas seulement un centre pour les arts, c'est avant tout un centre où nous voyons complètement le paysage. Donc construit dans ces grandes cavités, tout est construit en dessous de cette plateforme. C'est une expérience souterraine. Nous imprimons la structure dans la falaise même. Alors cette relation des volumes proposée par l'édifice, très fragmenté, nous pouvons voir qu'il y a un niveau très bas où l'on peut programmer des espaces adaptés. Et les espaces nous permettent de construire ces relations avec la vue, avec le paysage, en dessinant des vues verticales, où l'on peut voir la montagne, ou alors des vues plus horizontales, tournées vers l'océan. Cette maquette très abstraite, les volumes sont compactés ici. Et
pour montrer les vides par rapport à un volume plus important, un volume montagneux, montrer la différence et les solutions de vue qui étaient possibles. Nous sommes partis de ces édifices archaïques, disons, ancestraux, qui sont construits par rapport à une soustraction. Nous avons ici une salle d'exposition avec un espace plus important pour mettre en relief les œuvres d'art, donc avec tous les aspects techniques, air conditionné, fonctionnement des portes, en construisant finalement un grand cube blanc. Dans la partie des expositions, donc des salles d'exposition, lorsque nous construisions ce centre pour les arts, il était très important de le rendre différent, de créer une grande promenade interne où les différentes salles d'exposition permettent l'accès à un foyer, permettent l'utilisation de tous les espaces du centre. Et également un jeu entre la verticalité et l'horizontalité, européen et américain. Et des moments de pause, d'arrêt. Cette promenade installe un peu ou crée une distance et l'édifice s'ouvre peu à peu et est en relation parfaite avec le paysage. Donc, autour des salles d'exposition, nous avons des grands canaux très profonds. Ce sont des parcours très étroits avec des profondeurs très intenses. On aperçoit l'espace en bas. On perçoit très bien les cavités qui ont été creusées. Et dans l'espace le plus ample, donc différent des espaces d'exposition, nous avons donc un auditorium qui a une configuration proche à celle d'une chapelle. On a pu faire entrer la lumière dans la salle et nous avons un effet de prolongement avec un deuxième niveau qui crée ici une intimité avec le spectateur et avec les spectateurs, et les différents spectacles qui seront organisés dans cet amphithéâtre. Nous avons ici des panneaux en bois massifs qui permettent de modeler les différentes activités qui seront réalisées dans cet auditorium. Et des paysages qui s'organisent également à l'intérieur du bâtiment, qui permettent des vues, donc comme vous voyez, des vues vers l'extérieur, qui permettent de voir les différents espaces de travail et de d'épier en quelque sorte toujours la ligne de l'horizon. Et ici un point très intense dans la façade de l'auditorium qui nous permet de voir l'océan, de faire en sorte un peu que l'on ait l'océan à l'intérieur de l'édifice.
Et dans la partie extérieure, et un paysage rural très intense qui reproduit ici donc ce lien que nous avons avec la terre et le regard que nous portons toujours vers la mer. Alors Paolo Catric, le photographe de cette image, et on voit ici ces deux infrastructures avec un paysage très réduit, très limité, qui montre bien la puissance de l'infrastructure. Un autre photographe ici qui montre une route régionale qui est adossée à la ligne côtière. Et ce sont deux images qui me fascinent beaucoup parce qu'elles montrent deux vitesses différentes sur le territoire et qui me font penser si l'architecture est un mécanisme propre qui peut fonctionner comme une réponse à ces deux vitesses sur le territoire. Et finalement, je voudrais remercier mon équipe, mon atelier, pour m'avoir aidé pour la réalisation de ce travail. Et je vous remercie pour votre attention.